Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Le témoignage de Mylène est celui de plus d'un million de personnes en France. Et l'espoir d'un traitement est un élément essentiel dans la maladie d'Alzheimer et dans les maladies qui lui sont apparentées. C'est la 4e participation de la Fondation Alzheimer à la Semaine du cerveau, organisée par la Société des neurosciences et par le ministère de la Recherche. Et nous voulions, là encore, au travers de la Fondation, dont la mission est réellement d'essayer de donner un futur à notre mémoire, vous rappeler nos missions: financer des projets de recherche audacieux, soutenir des jeunes chercheurs, implanter des outils de recherche pour les chercheurs, favoriser les interactions et les réseaux, et surtout, et c'est la raison de notre présence ce soir, informer, sensibiliser le public sur les avancées de la recherche et sur les moyens de préserver son capital cerveau. Nos valeurs, c'est la solidarité. Sachez que 100% des dons que nous recevons du public vont aux chercheurs. Nous ne prélevons aucun frais de fonctionnement sur les dons du public. C'est l'exigence d'excellence qui nous gouverne, l'intégrité scientifique, et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on en a bien besoin. C'est l'esprit d'innovation et la créativité. C'est l'exigence de confiance, de loyauté et de transparence, comme en témoigne le label que nous avons reçu du don en confiance. Et surtout le souci du bien commun et d'une vision positive de la maladie et pleine d'espoir. Ce soir, nous allons parler des médicaments. En premier lieu, nous allons voir quels médicaments peuvent être prescrits aujourd'hui pour les malades. Deuxième point, vous avez certainement entendu parler de la mise sur le marché prochain en Europe de nouveaux traitements anti-Alzheimer. On va voir pour qui, pour quels bénéfices et pour quels risques. Enfin, nous verrons ensuite la nouvelle ère qui s'ouvre à la suite de ces médicaments, de la prise en charge de la maladie d'Alzheimer, et nous terminerons par une série de questions-réponses. Pour les questions et pour les réponses, vous voyez en bas de votre écran plusieurs onglets. Il y a questions et il y a le chat. Les questions nous permettent d'enregistrer vos questions et de pouvoir, même par la suite, quand l'émission sera terminée, d'y répondre a posteriori sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez-les dans la zone questions, pas dans la zone chat. Pour ce programme, nous avons la chance d'avoir 2 grands experts de la maladie et de la pharmacologie, reconnus internationalement. Le docteur David Wallon, à gauche, professeur de neurologie, directeur du Centre Mémoire de ressources de recherche au CHU de Rouen et président de la Fédération des centres mémoire. À droite, le professeur Dominique Deplanque, professeur de pharmacologie, directeur du Centre d'investigation clinique au CHU de Lille et président de la Société française de pharmacologie et de thérapeutique. Tous deux vont discuter, débattre, en ma compagnie, de ces nouveaux traitements, de leur intérêt et de leur outil. Et comme on parle de médicaments, il est toujours important de voir quels sont les liens d'intérêt de toutes ces personnes. Donc, en ce qui me concerne, je n'en ai pas. Voici les liens d'intérêt du professeur David Wallon et ceux du professeur Dominique Deplanque. Et donc, nous allons commencer par traiter le premier point. Quels médicaments peuvent être prescrits aujourd'hui pour les malades? Et merci au professeur David Wallon d'intervenir maintenant. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce webinaire et on va passer un petit moment ensemble pour parler de traitement de la maladie d'Alzheimer. Et je vais essayer de vous montrer qu'il y a quand même des choses. On a trop souvent coutume ou malheureusement tendance à dire qu'il n'y a pas de traitement pour la maladie d'Alzheimer, qu'on ne peut rien faire. Et en pratique, ce n'est pas tout à fait exact, c'est même en fait pratiquement faux. Et je vais essayer de vous le montrer à travers ce qui est disponible actuellement et ce qui est disponible peut-être plus tard. Donc tout d'abord, juste pour resituer un petit peu le contexte en France, pour que tout le monde soit parfaitement au clair, le parcours de soins des patients atteints de maladie d'Alzheimer en France commence généralement par le médecin généraliste qui a un certain nombre de missions à assurer vis-à-vis de cette maladie, dans le repérage, dans l'adressage auprès des centres spécialisés et donc des centres mémoire pour les explorations, puis ensuite pour le suivi des patients une fois que le diagnostic est établi, la coordination des soins
Et puis également, parce qu'il ne s'occupe pas que d'une maladie, lui, il va s'occuper de toutes les pathologies du patient et lutter contre les comorbidités et prévenir les complications. Les centres mémoire, eux, sont en charge des diagnostics de précision, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit bien d'une maladie d'Alzheimer ou d'une autre maladie ou d'un autre problème, informer sur qu'est-ce qu'il faut faire, initier des traitements et puis, bien sûr, proposer de participer à la recherche. C'est dans les centres mémoire dont on entend parler. Et puis, la prise en charge, de point de vue professionnel de santé, elle s'élargit une fois que le diagnostic est posé, avec ce qu'on appelle les interventions psychosociales, qui sont multidomaines. J'en reviendrai après sur les interventions non médicamenteuses, mais il y a également l'accompagnement et tous les aspects médico-sociaux et même juridiques, le cas échéant, selon les stades de la maladie. Alors, l'objectif des stratégies thérapeutiques actuelles, les objectifs, il y en a globalement 4, pas tous au même moment, pas tous de la même manière, mais pour que vous ayez en tête, dans un premier temps, ou du moins d'une manière prépondérante, il va falloir stimuler la cognition, stimuler les fonctions cérébrales, avec comme objectif de réduire éventuellement certains symptômes qui sont pesants dans la maladie. On n'y parvient pas toujours, naturellement, vous le savez, mais c'est l'objectif numéro 1. Et à cela, on ajoute la compensation fonctionnelle, c'est-à-dire que dès lors qu'on n'arrive pas à réduire trop les symptômes, eh bien, il faut essayer de limiter l'impact fonctionnel. Il y a différentes stratégies pour ça. Et puis même plus globalement, améliorer le bien-être des patients. Et tout ça, bien sûr, en intégrant aussi, comme vous le verrez, les aidants dans la stratégie, puisqu'ils sont totalement partie prenante et ils souffrent également de la maladie du patient. Alors, de manière très rapide, puisque ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais juste pour revenir sur les symptômes de la maladie, et puis pour expliquer pourquoi c'est quand même pas si simple de prendre en charge tous ces symptômes. D'abord parce que chaque patient est finalement très différent. On parle d'une maladie, mais il y a énormément de possibilités de signes associés à la maladie. Tout d'abord parce que la présentation initiale n'est pas toujours une forme dite commune classique, qui serait la forme amnésique. Il peut y avoir des formes liées au langage, des formes liées aux troubles visuels qui commencent comme ça, voire des formes dites non communes, avec des troubles du comportement au premier plan. Et tout ça, c'est bien sous-tendu par une maladie d'Alzheimer, mais dans une variante un peu atypique. Et puis même au sein d'une présentation classique, eh bien, la réduction des capacités cognitives, elle peut affecter différentiellement les fonctions cognitives. Alors la mémoire, ça tout le monde le sait, mais aussi la programmation, le calcul, la reconnaissance. Et tout ça, ça fait appel à des régions du cerveau qui ne sont pas les mêmes et à des prises en charge qui peuvent être totalement différentes. Et puis, il ne faut pas oublier les autres aspects de la maladie, qui sont les modifications de l'humeur, avec notamment l'anxiété, qui est un symptôme majeur et très fréquent associé à la maladie d'Alzheimer. Et puis, évidemment, les symptômes de dépression, de tristesse, ce n'est pas une dépression à part entière, mais des symptômes associés, l'irritabilité. Et puis, malheureusement, lorsque les choses s'accentuent, les troubles psychocomportementaux, avec l'apathie, l'incapacité à prendre une décision, à initier une action. Et puis, dans l'autre sens, l'agitation, les idées délirantes ou les hallucinations, qui sont les symptômes qu'on dit positifs dans le sens productif, à la différence des symptômes négatifs, qui sont les déficits que l'on rencontre sur le plan cognitif. Alors, parce qu'on va surtout parler de traitement, je vais juste vous mettre cette diapositive pour rappeler qu'il n'y a pas que les médicaments. On le sait tous, mais c'est important de le redire, et surtout que les possibilités en intervention non médicamenteuse sont multiples. Et pour les définir, c'est l'ensemble des approches thérapeutiques qui visent à améliorer la qualité de vie et à ralentir le déclin cognitif sans recours à un médicament. Il y a des bénéfices qui sont parfaitement identifiés, qui sont même prouvés scientifiquement pour certains d'entre eux. Ce n'est pas évident à étudier le non médicamenteux dans une approche scientifique, parce que par définition, le placebo est beaucoup plus complexe, mais quand il y a des approches comparatives, on peut quand même avoir des données scientifiques solides. Et dans les types d'interventions non médicamenteuses, je me dois de lister l'orthophonie, la stimulation cognitive encadrée en approche individuelle ou en approche de groupe, l'activité physique qui est essentielle, et puis plus largement l'art-thérapie, la musicothérapie, l'intervention basée sur la danse et les interactions sociales au sens large et la réminiscence. Tout ça, si vous voulez des éléments plus précis, je vous renvoie vers un magnifique ouvrage parfaitement accessible en ligne, mené par la Fondation Médéric Alzheimer, et qui a donc édité un guide dont vous trouverez toutes les interventions médicamenteuses, non médicamenteuses
liées à la maladie d'Alzheimer. Alors, sur le plan médicamenteux, puisque c'est surtout ça dont il va s'agir aujourd'hui, eh bien, les traitements dont on dispose à l'heure actuelle, ceux qui sont disponibles en pharmacie, puisque c'est tout à fait disponible en pharmacie, il y a 2 stratégies principales. Premièrement, stimuler les symptômes déficitaires, tout ce qui concerne la mémoire, le langage, l'orientation, l'anxiété ou le moral. Donc ça, sur le papier, on se dit c'est très intéressant, c'est sûrement ce qu'il faut faire, mais c'est difficile parce qu'on a du mal à rétablir un fonctionnement neuronal qui ne serait plus opérant. Et puis, il y a également réduire les symptômes productifs, c'est-à-dire lorsqu'il y a un excès de quelque chose, excès d'agitation, excès d'idées délirantes. Là, on a des stratégies thérapeutiques qui sont efficaces, on sait faire, mais le problème, c'est pour ça que c'est difficile, c'est que ça a des conséquences sur les symptômes déficitaires. Et donc, limiter ces symptômes productifs, c'est souvent accompagné de problématiques sur les symptômes déficitaires. Et donc, c'est usage avec beaucoup de précautions. Pour arriver à ces fins-là, pour l'instant, on se base surtout sur la neurotransmission et sur ce qu'on sait d'impacter dans la maladie d'Alzheimer. Alors moi, je vais insister principalement sur l'acétylcholine et le glutamate, qui sont les deux traitements, qui sont les deux neurotransmetteurs pour lesquels les traitements ont une indication spécifique par rapport à la maladie d'Alzheimer. Mais il y a bien sûr d'autres voies de neurotransmetteurs qui sont impactées. Je n'aurai pas le temps de traiter des antidépresseurs dans la maladie d'Alzheimer, mais l'objet de question, n'hésitez pas à me le demander. Ils ont un rôle notamment pour venir réguler l'anxiété. Alors, on va commencer d'abord par parler d'acétylcholine, c'est un neurotransmetteur. Et le schéma que je vous montre ici, c'est le schéma d'une synapse. Alors, pour ceux qui ont fait un peu de biologie, vous vous rappelez. Pour ceux qui ne se rappellent pas, il y a les terminaisons qu'on dit présynaptiques, un neurone qui envoie une terminaison. Il y a des vésicules qui contiennent de l'acétylcholine. Et sur la région postsynaptique, donc juste après la synapse, il y a des récepteurs qui captent les neurotransmetteurs. Et ça induit une transduction du signal. Et c'est comme ça que les neurones se parlent, de manière très, très schématique. Eh bien, comment ça se passe dans la maladie d'Alzheimer? On sait qu'il y a un déficit en acétylcholine parce que le nombre de synapses se réduit. Et l'acétylcholine, c'est un élément essentiel dans les mécanismes d'attention, de concentration et de mémoire, notamment. Et du coup, eh bien, les stratégies de traitement, et c'est valable pour les 4 médicaments, que sont le donépézil, la galantamine et la rivastigmine, eh bien, c'est d'aller empêcher la dégradation de l'acétylcholine dans la fente synaptique. Vous voyez, là où il y a l'espace entre le bouton présynaptique et les récepteurs postsynaptiques. Là, les petites vésicules bleues, les petits neurotransmetteurs bleus, seraient grignotés par l'acétylcholinestérase. Si on l'inhibe, ils vont rester plus longtemps et donc améliorer la transduction du signal. Ça, c'est la stratégie de tous les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase. Donc, je vous ai donné les 3 noms ici. Alors maintenant, on peut se poser la question, c'est bien d'un point de vue conceptuel, mais est-ce que ça marche? Est-ce que ça apporte un bénéfice? Et vous savez que la balance bénéfice-risque, elle a été longtemps discutée, et malheureusement, ces traitements, je ne reviens pas en détail dessus, mais sont déremboursés depuis 2018. Eh bien, malgré ce déremboursement, les preuves d'une efficacité certaine, validée, sont là. Alors là, ce que je vous montre, c'est 2 tests qu'on utilise pour mesurer la cognition en recherche. Ce pas des tests que vous avez l'habitude de voir en consultation, mais c'est des tests qui sont par contre très utilisés en recherche. Et vous avez la DASCOG, et ça se lit de cette manière-là. Vous avez à chaque fois une barre. Le point vert au milieu, c'est la médiane d'efficacité. Et puis, soit on a, par rapport au 0 qui est indiqué, si on est à gauche, on est en faveur du traitement, vous savez, les favors treatment. Et puis, soit si on est à droite, on sera en faveur du placebo. Et soit la barre bleue ne rompt pas la ligne noire au 0, et à ce moment-là, on sait que c'est significatif, c'est-à-dire que statistiquement, il y a bien une différence, soit elle traverse cette barre noire. C'est ce que vous avez, par exemple, sur l'échelle du NPI. Là, on voit que c'est à mi-chemin entre les deux. Eh bien là, c'est qu'il n'y a pas d'effet documenté d'un point de vue statistique. Et donc, du coup, sur l'échelle cognitive ADAS-Cog, on voit que les 3 molécules ont un effet positif en faveur du traitement sur le plan cognitif. Et là, on peut voir qu'elles sont un peu superposables. Donc, il n'y a pas vraiment d'effet supérieur pour l'une ou pour l'autre, même s'il y a un petit décalage pour la galantamine, ce n'est pas significatif. Alors qu'en revanche, sur le NPI, qui est l'échelle neuropsychiatrique, l'inventaire neuropsychiatrique, eh bien là, pour le coup, les symptômes comportementaux, il n'y a pas vraiment d'effet majeur de ces 3 molécules. Et c'est comme ça qu'on étudie les choses. Et là, c'est une méta-analyse, donc on a poolé un grand nombre
de données de recherche. Alors, les effets indésirables, parce que ça aussi, ça a beaucoup été décrié en disant, mais en plus, ces médicaments-là, ça fait chuter, ça provoque des problèmes cardiaques. Eh bien, c'est comme toujours. Lorsqu'on se base sur une approche très empirique, c'est-à-dire que si, oui, 1 ou 2 patients chez un médecin généraliste ont eu des problèmes cardiaques, c'est possible, comme vous pouvez avoir d'autres problèmes avec le paracétamol ou d'autres molécules. Mais c'est la question qu'il faut se poser, c'est l'approche scientifique. Est-ce qu'au niveau du groupe, lorsqu'on poule toutes les données et lorsqu'on prend un grand nombre d'études, et c'est pour ça que je vous ai mis ce diapositive qui est complètement illisible, mais c'est pour vous montrer qu'il y a un grand nombre d'études qui ont été menées, eh bien, j'ai fait de vous presque des biostatisticiens. Vous savez lire maintenant CHL et on voit bien les petites barres à chaque fois. Et la quasi-totalité de toutes les barres franchissent la ligne 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de côté négatif ou positif au traitement, c'est comme le placebo. Et les méta-analyses complètes, donc la zone que j'ai zoomée en bas et que je vous ai remis sur la partie droite, eh bien, on voit qu'en poulant toutes ces études ensemble, eh bien, le trait franchit la ligne, là pour le coup c'est 1, parce que c'est une recherche d'effets indésirables, eh bien, il n'y a pas de risque augmenté d'effets indésirables avec ces traitements, quels qu'ils soient. Donc ça, c'est une donnée importante. Donc il y a un bénéfice clinique et il n'y a pas d'effets indésirables. Mais on pourrait se dire, OK, mais ça, c'est des études. Donc finalement, c'est des programmes de recherche dans lesquels les patients sont un peu sursélectionnés. Finalement, ce n'est pas la vraie vie. Eh bien, c'est la question que s'est posée ce groupe de chercheurs en Suède, avec cette publication qui date de 2021, où ils ont pris 11 652 patients. Là, c'est vraiment des patients lambda, pas des patients sursélectionnés dans les essais. Et ils les ont comparés à 5 826 non traités. Ils ont regardé quel est l'effet sur le bénéfice d'un point de vue clinique et sur la mortalité. Et vous avez ici en haut sur le diagramme le changement en MMS par rapport au fait de ne pas avoir le traitement. Donc la ligne de base ici est en rose. Et vous avez le bénéfice clinique au MMS sous traitement d'onépésil, rivastigmine ou galantamine. Les lignes ne correspondent pas aux 3 traitements, c'est juste ce qu'on appelle l'écart type par rapport à la moyenne. Et donc, du coup, il y a un bénéfice clinique et vous avez en dessous la dose qui a été journalisée, c'est-à-dire que lorsqu'on est à 1,0, c'est qu'on prend un comprimé. Lorsqu'on est à 0,8, c'est pas qu'on prend 0,8 comprimé, c'est que de temps en temps, il y avait peut-être des oublis, etc. Et comme ça, ils ont essayé de déterminer l'effet dose. Et puis, si vous êtes à 0, bah, effectivement, là, vous êtes dans le cas d'un patient qui n'est pas traité. Et le deuxième point que je voulais vous montrer, c'est la réduction sur la mortalité. C'est-à-dire qu'ils ont comparé à 5 ans quel est l'effet d'avoir un traitement sur le risque de mourir dans les 5 ans. Et même chose en fonction de la dose qu'on prend de médicaments. Eh bien, ils ont retrouvé là un bénéfice, donc c'est l'inverse de ce qui était attendu, un bénéfice au traitement. Si vous preniez le traitement, vous aviez réduit de 27% votre risque de décéder dans les 5 ans. Ce qui est énorme. Et du coup, ça permettrait de se dire à quel point on a correctement mesuré la balance bénéfice-risque. Dans une maladie très proche, que certains sûrement ici connaissent bien, la maladie des corps de Lévy, le même groupe a fait le même travail, publié récemment en 2024, où là, évidemment, les effectifs sont moins importants parce que la maladie des corps de Lévy est plus rare, et regardez la différence de déclin du MMS dans les 5 ans, entre le point initial et à 5 ans, par rapport non traité versus sous-traitement. On voit bien que même sans être habitué à lire des graphiques, c'est totalement différent. Et dans les chiffres, eh bien, ceux sous traitement perdaient en moyenne 0,39 points de MMS par an, alors que ceux sans traitement perdaient 2,49 points de MMS par an. Donc, c'est parfaitement validé avec des effectifs conséquents, voire très conséquents, et surtout qui ne sont pas des patients sursélectionnés. Et puis la question s'est aussi posée des effets indésirables dans cette même population-là, d'individus issus de la consultation mémoire en Suède. Eh bien, il n'y a pas de surrisque, notamment cardiovasculaire, parce que c'était l'hypothèse que peut-être ça ralentissait le cœur. Eh bien, non, il n'y a pas de surrisque cardiovasculaire dans la population traitée. Et ils retrouvent même une proportion de réduction du risque de mortalité équivalente à ce qu'ils avaient identifié dans la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire 33% de réduction du risque de mourir dans les 5 ans. Alors, ce n'est pas une réduction directe, le lien n'est pas direct, c'est probablement par les conséquences de la maladie sur le plan intentionnel, sur le plan de la mémoire, sur le plan de l'orientation, etc. Donc, c'est de manière indirecte. Mais en tout cas, absolument pas de signal inquiétant.
Le deuxième axe de traitement, on va être un peu plus rapide, mais je voulais également vous en parler, c'est l'axe sur le récepteur au glutamate. Le glutamate est un autre neurotransmetteur qui intervient dans deux aspects. Sur le plan cognitif, il favorise la mémorisation, et sur le plan psychocomportemental, il réduit l'anxiété ou l'agressivité. Et lorsqu'il y a certains aspects en lien avec le glutamate, eh bien, on peut parfois avoir une action sur les symptômes de la maladie. Et c'est là que la mémantine, qui est un antagoniste partiel des récepteurs au glutamate, eh bien, va jouer un rôle. Là encore, les mêmes approches que ce que je vous ai montré, c'est des méta-analyses, on les met ensemble plusieurs études de recherche, et à nouveau, c'est toujours le même principe, hein, au zéro, si ça coupe, c'est que ce n'est pas significatif, mais ce qui est important de regarder, c'est tout en bas, c'est ce qu'on appelle la méta-analyse, qui permet de montrer que c'est en faveur du traitement pour les fonctions cognitives, probablement un peu moins que les fonctions que pour l'acétylcholine. Et puis pour les comportements, même chose, là on a un effet positif qu'on n'avait pas avec l'acétylcholine pour la mémantine. Donc voilà des éléments qui pourraient se faire poser la question de revoir l'avis sur le déremboursement. Ce n'est pas malheureusement en notre pouvoir, hein. Je ne sais pas si vous savez, on a essayé beaucoup de choses jusqu'à faire une démarche auprès du Conseil d'État. Pour l'instant, c'est statu quo. Merci beaucoup David. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie, la mise sur le marché prochaine en Europe des derniers traitements anti-amyloïdes. Et j'appelle pour ça le professeur Dominique Deplanque. Bonjour à tous. Merci Philippe pour cette introduction. Il me revient de dresser rapidement, voilà, je reprends la main, un tableau sur comment mettons finalement un médicament sur le marché, puisque la question se pose encore, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter en fin d'intervention tout à l'heure. Pourquoi des médicaments déremboursés ne pourraient pas faire l'objet de remboursement si de nouvelles études étaient fournies? Alors tout d'abord, le schéma qui est ici sous vos yeux illustre le long chemin que les médicaments doivent franchir pour pouvoir être éventuellement mis sur le marché. Lorsqu'on connaît ou que l'on pense connaître le mécanisme d'une pathologie, qu'on a repéré une ou plusieurs cibles, on va essayer de trouver des molécules. Alors des molécules qui peuvent être des molécules naturelles parfois, qui sont des molécules de synthèse chimique fréquemment. Et puis aujourd'hui, c'est le cas par exemple des anticorps monoclonaux, qui sont des molécules fabriquées par le génie biotechnologique. Eh bien, on va tester sur d'abord des modèles in vitro, et puis ensuite sur des modèles animaux, le fait que ces nouvelles molécules puissent éventuellement avoir un effet bénéfique pour une pathologie donnée. Alors tout ça, on va le faire bien avant de passer chez l'homme, à la fois pour valider le concept d'une efficacité attendue, mais aussi pour déjà écarter rapidement les molécules qui pourraient présenter une toxicité. Et pour ça, il y a des analyses précliniques de toxicité qui sont réglementaires et qui sont généralement assez complexes et assez longues et fastidieuses à réaliser, et qui écartent un très grand nombre de molécules bien avant de passer chez l'homme. Et vous voyez que finalement, les molécules, après déjà ce parcours de quelques années, puisque c'est en années qu'on parle, l'ensemble du parcours durant en général entre 10 et 14 ans, 10 et 15 ans, eh bien ce n'est que quelques molécules, 4 ou 5 tout au mieux, pour lesquelles on fera des premiers essais de sécurité chez l'homme à des doses le plus souvent restreintes, généralement dans un certain nombre de situations chez des volontaires sains, mais aussi de plus en plus chez des volontaires malades, notamment lorsqu'il faut tester une molécule qui n'aurait une action qu'en présence d'une cible pathologique, et qui justifie donc d'aller directement chez des malades sans passer par les volontaires sains. Une fois que ces quelques données de sécurité semblent confirmées, en tout cas de manière assez grossière, on va faire ce qu'on appelle des études de phase 2 qui vont permettre de vérifier l'existence d'un effet et puis de déterminer la dose optimale qui permet le meilleur effet tout en limitant les problèmes de sécurité, limitant un certain nombre d'effets indésirables.
Et c'est après ces essais de phase 1 et de phase 2 que sera déterminée potentiellement la molécule d'intérêt, la dose à utiliser pour espérer obtenir un effet thérapeutique significatif sur le plan clinique, et que seront réalisés ce qu'on appelle les essais de phase 3, qui permettent cette fois-ci de mesurer précisément l'efficacité d'un médicament, mais pas seulement l'efficacité sur un marqueur, comme on peut le faire assez régulièrement, y compris dans ces essais de phase 3, mais vraiment l'efficacité sur le plan clinique, c'est-à-dire quel est le bénéfice clinique mesurable que pourront avoir des patients atteints de telle ou telle maladie lorsqu'on administre une nouvelle molécule. Et en général, ce sont des essais randomisés, donc avec un tirage au sort entre un groupe qui va recevoir le médicament nouveau et un groupe qui pourrait recevoir un placebo, ou lorsque des médicaments existent déjà sur le marché, eh bien recevoir un médicament dit de référence. Et lorsque ces essais de phase 3 sont positifs, c'est-à-dire lorsqu'ils réussissent à démontrer l'efficacité d'un médicament, tout en ayant par ailleurs mesuré aussi les effets indésirables, eh bien, viendra l'étape de l'autorisation de la mise sur le marché. Comme on le voit sur l'encart situé un peu plus haut sur la droite de la diapositive, cette autorisation de mise sur le marché aujourd'hui, en particulier pour les médicaments destinés aux maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, ces autorisations de mise sur le marché sont délivrées uniquement par l'Agence européenne du médicament via une procédure qui s'appelle la procédure centralisée. Et donc, il y a un comité à l'Agence européenne du médicament qui va examiner les données fournies par le laboratoire qui aurait une molécule à mettre sur le marché, examiner ces données en termes d'efficacité. Est-ce qu'il y a suffisamment d'éléments dans les documents produits par le laboratoire pour juger d'une efficacité? Juger par ailleurs de la sécurité, quels sont les effets indésirables qui ont pu être mesurés dans les différents essais aux différents stades du développement de ce médicament. Et bien sûr, s'assurer de la qualité de fabrication du produit, on parle de qualité pharmaceutique, et notamment s'assurer que l'industriel est capable de fabriquer dans des conditions de qualité identiques au fil du temps une molécule afin d'en garantir à la fois l'efficacité, la sécurité d'emploi. Et donc sur ces trois éléments, en mettant en fait surtout en balance le bénéfice de l'efficacité et les risques liés aux effets indésirables, cette commission, les personnes membres de cette commission vont décider d'octroyer une autorisation de mise sur le marché. Or, bien sûr, cette autorisation de mise sur le marché vaut pour toute la communauté européenne, et donc lorsqu'elle est prononcée, vaut pour la France. C'est ce qui a été débattu, notamment au cours de l'été 2024, concernant une molécule anti-amyloïde dont on reparlera tout à l'heure. Mais ce n'est pas pour ça que le médicament va se retrouver directement dans les pharmacies, ni à l'hôpital d'ailleurs, ni en ville. Il faut que chaque pays décide, en fonction de ses ressources, de la possibilité ou pas de mettre réellement le médicament sur le marché dans le pays. Alors, donc pour nous, en France, de décider si ce médicament est remboursé ou pas par la collectivité. Est-ce que la collectivité va consentir un effort financier pour rembourser un nouveau médicament? Et si oui, quel sera le prix de ce nouveau médicament? Et pour cela, en France, il y a une commission qui s'appelle la commission de transparence qui dépend de la Haute Autorité de Santé, qui va examiner l'ensemble des données qui avaient été par ailleurs examinées à l'échelle européenne pour donner l'autorisation de mise sur le marché, mais cette fois-ci avec une logique de est-ce que cette molécule, nouvelle ou pas nouvelle en fonction du contexte, apporte quelque chose pour la pathologie considérée? Est-ce qu'elle va modifier de manière profonde ou pas la prise en charge des patients porteurs de cette pathologie? Et est-ce qu'on peut entrer dans une négociation
qui permettent d'obtenir un prix raisonnable ou pas, et à quelles conditions le prix sera plutôt raisonnable et éventuellement plus élevé sur la base de différents arguments qui par ailleurs seront opposés ou proposés par le laboratoire qui est à l'origine de la molécule. Et donc, cette commission de transparence va définir un certain nombre de critères. Un premier critère qui s'appelle le SMR, service médical rendu, qui, en fonction d'une classification qu'on ne va pas détailler ici, va permettre de définir la possibilité ou non qu'une molécule soit remboursée et au-delà, proposer le niveau de remboursement, sachant que pour la plupart des molécules et des médicaments, le plus haut niveau de remboursement, c'est 65%, à l'exception des médicaments très coûteux qui sont pris en charge totalement par la collectivité. Deuxième critère, ressemblant un peu en apparence au premier, s'appelle lui l'ASMR, l'amélioration du service médical rendu. Il y a un certain nombre d'éléments différenciants pour juger de ce critère. Et en fonction du niveau donné par la commission de transparence de la HAS sur ce critère, eh bien, c'est un élément qui va faciliter ou au contraire rendre plus difficile les discussions concernant le prix du médicament. Ces discussions se font dans un comité qui s'appelle le Comité économique des produits de santé, qui est un comité interministériel qui réunit donc des personnes du ministère de la Santé, bien sûr, mais aussi et surtout des personnes du ministère de l'économie, ainsi que des représentants de la sécurité sociale et des différentes branches de la sécurité sociale. Alors tout ça, bien sûr, ça prend du temps. Déjà, avant d'arriver à l'autorisation de mise sur le marché, le parcours du médicament, ça a pu être 10 à 15 ans. Mais ensuite, à l'échelle de chaque pays, il y a du temps qui est passé aussi à décider est-ce qu'on rembourse ou on ne rembourse pas, est-ce qu'on accepte un prix élevé ou au contraire un prix plus bas. Pendant ce temps-là, le médicament, théoriquement, n'est pas disponible, sauf parfois pour les patients qui ont participé aux essais cliniques. C'est aussi parfois un intérêt d'ailleurs pour les patients d'accepter de participer à des essais, car si les molécules testées dans l'essai s'avèrent efficaces, le plus souvent, les patients continuent à bénéficier des produits en attendant la mise sur le marché réelle et officielle. La France a un dispositif particulier qui existe notamment sous une nouvelle appellation depuis à peu près 2 ans, qui s'appelle la procédure d'accès précoce. Et dans certaines conditions, là aussi, en fonction du contexte relatif à la pathologie, à sa sévérité et à l'existence ou non de traitements déjà sur le marché, eh bien, il peut y avoir l'octroi d'une autorisation d'accès précoce qui permet, pendant les discussions sur le prix, que le médicament soit mis sous certaines conditions à disposition de certains patients en attendant que, par la suite, dans un futur qui est de quelques mois parfois même un peu plus, le médicament ne soit réellement disponible pour tous avec une prescription par un praticien soit généraliste, soit parfois obligatoire par un praticien spécialiste, est disponible soit à la pharmacie de l'hôpital, soit à la pharmacie de ville à côté de chez soi. Donc, vous voyez un parcours qui est souvent difficile, et ça vaut pour toutes les molécules, pour tous les médicaments qu'éventuellement vous êtes amené à prendre. Et bien entendu, la contrainte économique pèse sur les décisions, notamment au niveau national. Et vous imaginez bien que les décisions de cette commission de transparence ont un impact majeur, puisqu'elle préside à la décision sur le remboursement, elle préside aussi aux discussions sur le prix du médicament. Et je pense que David Wallon doit reprendre la parole. Tout à fait, merci. Et donc, on va tout de suite continuer dans la suite de ces explications de développement des nouveaux médicaments, mais maintenant dans la maladie d'Alzheimer. Et avant de vous parler de nouveaux traitements et de nouvelles stratégies thérapeutiques, il était important que pour tout le monde, on fasse un petit rappel bref, synthétique, sur la physiopathologie de la maladie d'Alzheimer. Il y a 3 grands acteurs dans la maladie d'Alzheimer: le peptide amyloïde, la protéine tau et la neurodégénérescence, neuroinflammation, qui n'est pas une entité à part entière, mais une série de mécanismes. Le peptide amyloïde, c'est le primum movens de la maladie. C'est à cause de lui que probablement quelque chose démarre. Et cette accumulation anormale se fait dans les plaques amyloïdes. C'est une toxicité qui est bien maintenant identifiée, des petites accumulations de peptides. Et l'apparition des premières lésions amyloïdes,
elle est bien avant le début des symptômes. On estime, on a des moyens maintenant de le quantifier, une vingtaine d'années avant le premier symptôme constaté par le patient. Puis la protéine Tau est le deuxième acteur. Lui, la protéine Tau, c'est une protéine essentielle du neurone, elle participe à sa fonction, mais dans le cas d'amyloïde Alzheimer, elle est anormalement phosphorylée. Pour faire simple, c'est des radicaux phosphore qui se fixent dessus. Normalement, c'est logique, mais c'est beaucoup trop phosphorylé. Et du coup, elle perd sa fonction, elle s'accumule dans les neurones et elle entraîne des dysfonctionnements des neurones qui n'arrivent plus à faire leur travail. Et puis, tous ces éléments-là viennent perturber l'équilibre physiologique du neurone qui, au bout d'un moment, déclenche lui-même sa mort neuronale par ce qu'on appelle l'apoptose. L'apoptose, c'est la mort neuronale volontaire, pas la mort, pardon, cellulaire volontaire. Donc, dans le cas des neurones, c'est l'apoptose neuronale. Et tout ça, évidemment, libère des produits de dégradation, puisque la cellule, elle reste sur place, elle se dégénère, et ça facilite l'inflammation et progressivement la propagation des lésions. Alors, il y a une chronologie à tout ça. Tout n'apparaît pas exactement au même moment. Et ça, maintenant, on le sait bien. Les courbes que je vous mets là sont des courbes basées sur des modèles statistiques, mais les preuves sont parfaitement bien identifiées à partir notamment des formes autosomiques dominantes. Au départ, je vous ai dit, c'est les plaques amyloïdes. Donc, c'est sur la partie gauche de la diapositive, vous avez la courbe en bleu cyan qui vous montre l'accentuation progressive de la présence des plaques amyloïdes. Puis apparaît la protéine Tau, et il y a un décalage d'une dizaine d'années. La protéine Tau perd sa fonctionnement, elle s'hyperphosphoryle et elle entraîne secondairement l'altération du neurone, puis plus globalement l'altération cérébrale. Et là, c'est là que la neurodégénérescence est bien installée et par exemple, on peut le quantifier avec une imagerie comme une IRM. Puis dans un temps un petit peu décalé, apparaît le déficit cognitif parce que le patient compense un certain nombre de temps et puis à bout d'un moment, les premiers symptômes apparaissent. Et vous voyez qu'en bas, sur ce qu'on appelle l'abscisse, c'est-à-dire la droite horizontale, eh bien, au début, on était dans la période de cognition normale et là, le déficit cognitif arrive, on rentre dans la période du trouble cognitif qui au départ est mineur et puis au moment où l'impact fonctionnel arrive, donc le patient ne peut plus rester tout à fait autonome, eh bien, c'est le trouble neurocognitif majeur. Et sur la partie droite de la diapositive, on vous montre un petit peu les interactions qui se produisent entre ce peptide amyloïde qui vient s'agglutiner autour des neurones, qui vient détruire les dendrites, qui vient interagir au niveau de la synapse, qui vient s'accumuler dans les plaques amyloïdes. Bref, il a plein d'endroits où il va pouvoir jouer un rôle toxique. Et puis à l'intérieur des neurones, la protéine Tau qui s'enchevêtre, qui forme ce qu'on appelle les dégénérescences neurofibrillaires et progressivement la mort neuronale. Et puis on vous a même mis le vaisseau sanguin puisque le peptide amyloïde va progressivement être capté. Le cerveau essaie de se débarrasser de ce peptide amyloïde. Le problème, c'est qu'il vient s'accumuler un petit peu dans la paroi des vaisseaux et ça, on en reparlera, ça peut provoquer ce qu'on appelle l'angiopathie amyloïde cérébrale. C'est la pathologie vasculaire liée à l'amyloïde. Et ce dont on va parler principalement ce soir, ce sont les anticorps anti-amyloïdes. Ce sont les molécules qui sont en passe d'obtenir des autorisations pour être utilisées sur le sol européen. Et les anticorps anti-amyloïdes, vous voyez, ils agissent justement sur cette pathologie amyloïde au niveau des accumulations d'un certain nombre de peptides, des oligomères, des monomères pour certaines d'entre elles, certains anticorps, et puis des plaques amyloïdes également. Voilà ce dont on va parler maintenant. Alors, les deux médicaments, il y a beaucoup d'anticorps anti-amyloïdes, il y en a plein qui ont été développés, ça fait 20 ans qu'on essaie de développer des anticorps anti-amyloïdes. Mais les deux dont on va parler principalement aujourd'hui, c'est pour recentrer sur les deux qui ont déposé un dossier d'autorisation de mise sur le marché auprès de l'Agence européenne du médicament et dont l'un a obtenu un avis favorable du comité scientifique de l'EMA et l'autre attend la réponse pour bientôt. Les deux traitements, donc c'est le lecanemab et le donanemab. Je vous ai mis également les noms commerciaux. Je parlerai plutôt généralement des noms génériques, c'est plus simple. La première question qui est à se poser, c'est est-ce que ces molécules enlèvent les dépôts amyloïdes, puisque ce sont des médicaments anti-amyloïdes. Eh bien, vous avez ici les deux courbes d'évolution des dépôts amyloïdes grâce à l'imagerie. On peut regarder comment est déposé l'amyloïde dans le cerveau grâce à l'imagerie. Eh bien, vous avez à chaque fois la courbe qui reste parfaitement plate parce que ça ne change pas dans le temps au cours du suivi
de l'essai thérapeutique, donc vous voyez que c'est à chaque fois 18 mois à peu près de traitement, eh bien, le placebo, évidemment, n'a aucun effet. Donc, du coup, il n'y a pas de changement des dépôts amyloïdes. Eh bien, le traitement par lecanemab et le traitement par donanemab aboutissent à une réduction très significative des dépôts amyloïdes dans le cerveau des patients. 50 à 60% pour lecanemab et plus de 80% pour le donanemab. Donc, de ce côté-là, c'est bon. Ensuite, la question est de savoir, puisque je vous ai dit qu'il y a un effet, il y a une cascade qui s'enchaîne avec la taupathologie, la pathologie liée à tau, et puis la neurodégénérescence, est-ce que ces marqueurs biologiques de ces lésions changent? Eh bien, c'est ce que je vous montre ici. Vous avez à nouveau la comparaison entre le placebo et le traitement actif, que ce soit le lecanemab à gauche ou le donanemab à droite. Et eh bien, à nouveau, on voit que lorsque le groupe recevait un traitement, les marqueurs de la tauopathie, donc les marqueurs de la pathologie tau, eh bien, diminuent chez le groupe traité, alors qu'il augmente, très logiquement, lié à la maladie, dans le groupe qui reçoit le placebo. Et c'est valable dans les deux cas de figure, avec des éléments tout à fait significatifs. Là, on est toujours sur des biomarqueurs, que ce soit dans le liquide céphalorachidien ou en prise de sang. Et puis, il serait intéressant aussi d'avoir un marqueur d'altération des neurones. Est-ce que les neurones eux-mêmes, de manière globale, dégénèrent? Et on en a. Il y a par exemple la neurogranine. Alors là, l'étude n'a été faite qu'avec le lecanemab. On peut faire l'hypothèse que ça serait la même chose avec l'autre. Eh bien, en tout cas, le lecanemab montre que sous traitement, eh bien, le marqueur d'altération neuronale diminue au fur et à mesure à 12 mois et à 18 mois de traitement, là où ce même marqueur a tendance à augmenter légèrement, tout du moins à ne pas diminuer sous placebo. Donc on a des marqueurs biologiques qui montrent qu'il y a un effet de la molécule. La question maintenant est de se dire, est-ce que ça a un effet sur le plan cognitif? Puisque c'est bien beau de changer les marqueurs, mais si ça n'a pas d'effet, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc, pour mesurer cet effet, il faut utiliser des échelles cognitives. Et dans les deux études qui ont été proposées, enfin qui ont été menées pour le lecanemab et le donanemab, c'était bien entendu le critère primaire, c'est-à-dire le critère principal pour juger de l'efficacité. S'il y avait eu ce qu'il y avait eu avant, mais que là c'était négatif, on aurait considéré que l'essai était négatif. Ce n'était pas le cas, puisque lorsque on a traité un groupe de patients sous lecanemab versus donc contre un groupe sous placebo, à 18 mois de traitement, l'échelle particulière qui s'appelle la Clinical Dementia Rating, ou CDR, qui est donc une échelle à la fois cognitive et fonctionnelle. Il y a des éléments d'évaluation de la mémoire, mais également de l'impact fonctionnel. En tout cas, cette échelle, qui est connue depuis très longtemps, qui est très utilisée dans les essais cliniques, elle a montré que, d'une part, il y avait toujours quand même un déclin sous traitement, c'était quand même un premier enseignement, mais que ce déclin a été réduit de 27% à 18 mois de traitement. C'est-à-dire que les patients étaient 27% moins sévères, avaient un score de la CDR 27% plus faible que ceux qui étaient sous placebo. Et ce n'est pas inintéressant de remarquer que sous donanemab, donc un autre groupe de patients avec une autre stratégie anti-amyloïde, eh bien l'effet est sensiblement le même. On a 27,8% d'effet de réduction du déclin cognitif. Le deuxième point auquel on pourra revenir, ce qui est un peu artificiel d'un point de vue statistique, mais qui permet quand même de comprendre, c'est si on tire un trait au dernier point à la fin des 18 mois de traitement des individus traités par le médicament actif, donc par exemple le lecanemab, eh bien, on a un certain niveau de déficit cognitif et on revient avec cette trait de manière horizontale, donc c'est la ligne en pointillé bleu que je vous ai mis, je ne sais pas si vous la voyez très bien à gauche, eh bien, on revient et on essaie de voir à combien ça correspond au même niveau dans le groupe placebo, eh bien, ça correspond à 6 mois plus tôt. Donc, en gros, on gagne 6 mois de maintien de la fonction cognitive par rapport au groupe placebo. Attention, sur une échelle de 18 mois. Ce n'est pas 6 mois sur 6 ans. Hein, on ne sait pas ce que ça donnerait sur une plus grande distance. On n'a que 18 mois d'études faites. Pardon, sur les échelles cognitives pures, parce qu'il faut aussi parfois raisonner sur le plan cognitif, l'effet est assez similaire. C'est significatif et on a bien le lecanemab qui reste statistiquement au-dessus de l'échelle du groupe sous placebo. Là, l'échelle ADAS-Cog 14, c'est une échelle un peu plus spécifique pour les troubles cognitifs assez légers. Et puis, pour le donanemab, c'est une autre échelle. Je ne reviens pas en détail dessus, mais l'objectif à chaque fois, c'est de mesurer la cognition et on voit que c'est significatif.
Alors le problème, c'est qu'il y a un corollaire à tout ça, il y a un revers de la médaille, et c'est comme assez souvent le cas, c'est l'effet indésirable majeur qu'on appelle l'ARIA. Alors l'ARIA, en fait, c'est un acronyme anglais, mais qui veut dire anomalie radiologique liée à l'amyloïde. Alors, vous conviendrez, hein, je vous l'accorde complètement, que cette appellation n'est pas très adaptée, puisque c'est principalement, dans le cas présent, les anticorps qu'ils produisent. Mais en fait, ça a été décrit avant l'arrivée des anticorps. Donc, c'est pour ça qu'on a gardé le terme. Mais il y a quand même un lien avec l'anticorps. On en décrit deux types, les ARIA. On en décrit ceux avec des œdèmes. Et vous voyez, c'est des plages blanches que je vous montre comme ça, en carré, sur la partie haute des 4 petites images, et dont un est cerclé de rouge. Ça, ce sont les œdèmes. C'est le plus souvent asymptomatique, voire très légèrement symptomatique, comme avec quelques maux de tête, par exemple. Et puis, il y a les ARIA H pour ARIA hémorragique. Alors, c'est hemorrhage en anglais, qui, chez nous, hémorragique, ça veut dire beaucoup de sang. Les Anglais, hemorrhage, ça veut juste dire qu'il y a du sang. Et donc, les ARIA H, ce n'est pas beaucoup de sang, c'est plus souvent des micro-saignements, sous la forme d'un petit saignement en tête d'épingle, et vous les voyez entourés du pointillé, du cercle en pointillé rouge sur la partie basse des 4 diapositives. La plupart du temps, tout cela est asymptomatique, ces micro-saignements ne sont pas symptomatiques, mais il faut quand même ne pas parler des cas sévères avec des formes symptomatiques plus importantes, des confusions, des crises d'épilepsie ou des troubles de la vue, voire quelques très rares cas, mais quelques cas de décès attribués au traitement. Dans les essais, un seul pour le donanemab, et puis il y en a quelques autres rares cas qui ont été rapportés depuis, parce que les médicaments sont déjà en place aux États-Unis et au Japon. C'est très rare, mais on va y revenir. Alors, il y a un effet dose établi. Au plus la dose est élevée, au plus le risque augmente, et c'est pour ça qu'il y a une titration progressive du traitement. Et puis, il y a aussi une relation inverse avec la durée de traitement, c'est-à-dire que ces ARIA, elles surviennent au tout début. Et puis ensuite, si on n'en a pas eu au début, on n'en aura pas après. Donc ça, c'est aussi intéressant, parce que d'un point de vue surveillance, on va pouvoir calibrer comment surveiller les patients. Il y a des facteurs de risque qui sont connus. On peut prédire un petit peu chez qui c'est plus à risque de se produire, et notamment un facteur de risque génétique qui est bien établi, et ce qui va vous expliquer pourquoi après, on l'a intégré dans les critères pour dire si un patient peut avoir accès au traitement ou ne peut pas. Et puis, on peut aussi considérer qu'il y a déjà des micro-saignements comme ceux que je vous montre avant le début du traitement. Eh bien, c'est que ce n'est pas une bonne idée, et il va falloir ne pas proposer le traitement aux patients. L'IRM cérébral est l'examen de référence pour faire le diagnostic. 100% des ARIA, avant d'être symptomatiques, sont repérables à l'IRM. Parfois, si on n'a pas eu le loisir de faire une IRM, on découvre avec les symptômes en même temps, mais toujours, c'est visible à l'IRM quand il y a des symptômes perceptibles. Alors, en termes de fréquence, je pense que ça vous intéresse de savoir à quel point c'est fréquent dans les groupes des patients traités. Donc là encore, je vous mets les données des études qui ont testé les 2 médicaments. On est sur à peu près des choses similaires. Et bien, ARIA œdémateux sous lecanemab, c'est 12% des patients. Et les symptomatiques, même avec des symptômes minimes, comme des céphalées par exemple, c'était considéré comme symptomatique, c'est 2,8% des patients. Alors ça peut paraître peu, mais 2,8% d'effets indésirables dans la classification Vidal, c'est un effet indésirable fréquent. Les ARIA hémorragiques, donc les micro-saignements et équivalents, c'est 17%, et les symptomatiques d'un ARIA hémorragique, c'est 0,7%. Et au niveau du donanemab, c'est un petit peu plus. On arrive à 24%, vous voyez, pour les ARIA œdémateux et 31% pour les ARIA hémorragiques. Mais c'est assez superposable. Et donc, dans tous les cas de figure, les ARIA, c'est la problématique majeure qu'il va falloir prendre en charge et anticiper. Et de ce fait, eh bien, la Fédération des centres mémoire pour la France a anticipé un petit peu pour se préparer à l'arrivée de ces traitements potentiels en établissant des critères d'administration du traitement. D'abord, bien entendu, vérifier qu'il n'y a pas d'ARIA avant toute injection d'anticorps, même quand le patient reçoit ces anticorps depuis déjà plusieurs mois. À chaque fois qu'on injecte, on vérifie qu'il n'y a pas des arguments compatibles avec un ARIA déjà en cours. Et puis, avant l'administration du traitement, c'est-à-dire avant de démarrer, avant de dire si on peut le proposer ou pas. Alors, je suis désolé, ça ne s'affiche pas très très bien, mais il y a un certain nombre d'éléments, le score cognitif, savoir si le patient n'est pas trop sévère, parce qu'il ne bénéficiera pas du traitement et il augmente son risque d'avoir un ARIA.
savoir si évidemment on parle bien de maladie d'Alzheimer, donc si les biomarqueurs sont bien compatibles. Si ce n'est pas une maladie d'Alzheimer, aucune raison de mettre un traitement anti-amyloïde, des critères à l'IRM, et puis vous retrouvez le fameux statut génétique APOE. Et donc, il sera possible de mettre le traitement si on est porteur d'un allèle 4, si on n'est pas porteur d'un allèle 4. Je ne reviens pas en détail, mais c'est juste un marqueur dans notre patrimoine génétique. Par contre, si on est E4, si on a 2 copies E4, là, on augmente considérablement son risque d'ARIA, et donc la balance bénéfice-risque n'est pas favorable. Et puis également, si on n'a pas de traitement anticoagulant, parce que s'il y a un microsaignement, avec un traitement anticoagulant, ça devient un hématome. Là, c'est beaucoup plus sérieux. Voilà. Et donc, du coup, ça vous permet de comprendre pourquoi on est certain que l'on ne pourra pas administrer ce traitement à tous les patients ayant une maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire les formes plus avancées, les situations où il y a des microsaignements, les situations où il y a des anticoagulants, etc. Il y a un nombre de critères qui existent. Et ce n'est pas parce qu'on ne veut pas traiter les patients, on serait ravi de les traiter avec les anti-amyloïdes, mais c'est parce que ça ne marche pas et parce qu'ils augmentent leur risque d'ARIA. Dominique. Alors, je vais continuer après cette présentation très détaillée qui nous a été faite par David sur ces nouveaux médicaments et ce qu'on peut en espérer pour tempérer un peu l'enthousiasme, hein, sans être forcément un oiseau de mauvais augure. Mais la balance bénéfice-risque pour ces produits aujourd'hui reste discutable. Discutable pourquoi? Parce que tout d'abord, comme ça vient d'être précisé juste avant, la population qui pourrait en bénéficier ou qui pourra, si la Haute Autorité de Santé le valide en France, qui pourra en bénéficier, reste une population hautement sélectionnée. On a vu les contraintes étant liées à cette sélection. Et ce sont par ailleurs des patients qui ont une vraie maladie d'Alzheimer, entre guillemets, mais qui sont plutôt à un stade débutant de la maladie. Et donc, je vois et j'entends probablement déjà la déception qui peut être la vôtre à ce sujet. Deuxième élément, c'est que le bénéfice clinique, le bénéfice qui a été mesuré dans les essais dont David a fait le résumé précédemment, reste un effet limité. Certes, il est loin d'être nul, mais c'est un effet qui est limité et qui demeure assez difficile à percevoir sur le plan clinique. Alors, je ne vais pas vous expliquer l'échelle CDR qui est utilisée, je l'ai mise en image sur la partie droite inférieure de la diapositive. C'est une échelle en 18 points, et la différence qui existe entre le groupe qui reçoit le placebo et le groupe qui reçoit l'anticorps, c'est globalement en moyenne 0,5 points sur une échelle de 18 points. C'est un peu comme si on cochait une des cases de la deuxième colonne plutôt que l'une des cases de la première colonne. Donc c'est un tout petit rien ou un petit quelque chose, mais un petit quelque chose, comme dirait Raymond DeVos, c'est pas rien. On est d'accord. Néanmoins, ce petit rien ou ce petit quelque chose, il se fait au détriment d'effets indésirables qui sont fréquents. Certes, pas forcément graves, puisqu'ils ne sont parfois que retrouvés sur les imageries de contrôle, néanmoins, ils sont fréquents. Et si on reprend les calculs en ne s'intéressant qu'à la sous-population pour laquelle le traitement serait proposé, hein, puisque l'Agence européenne a proposé d'écarter de ce traitement les patients qui ont un statut génétique dit homozygote pour l'APOE4, eh bien, on a quand même des fréquences d'effets indésirables pour l'ARIA EDEM de presque 9% pour les patients traités versus environ 1% pour les patients sous placebo, donc un différentiel d'au moins 7 fois. Et pour les ARIA dits hémorragiques, 13% sous traitement versus à peu près 7% sous placebo. Le différentiel est moins important, mais c'est peut-être aussi pour les ARIA hémorragiques qu'il y a éventuellement plus de tableaux symptomatiques, comme ça a été précisé précédemment. Et donc, l'impact par ailleurs clinique de ces ARIA est variable, sans doute possiblement encore sous-estimé, a fortiori si on était amené à dévier un tout petit peu de la population hautement sélectionnée qui est prévue a priori actuellement sous les effets des recommandations qui sont en train d'être écrites et diffusées.
Et puis, il y a un autre aspect où là aussi, je pense que nos autorités de santé nationales vont avoir à se pencher, qui sont à la fois les coûts et les contraintes. Donc les coûts, ce sont des éléments pour la collectivité, et les contraintes, ça peut être des éléments à titre personnel pour les malades et leurs familles. Tout d'abord, comme ça a été précisé dans la présentation il y a quelques minutes, il y a de nombreux tests biologiques et en imagerie à réaliser pour sélectionner les patients qui auraient la possibilité de recevoir ces traitements. Deuxièmement, sans préjuger des décisions nationales, mais il est probable que le laboratoire, à juste titre sans doute, demande un prix relativement élevé de ce produit, comme c'est le cas dans des pays à l'étranger. Alors, je n'ai pas le prix aux États-Unis, mais le prix aux États-Unis n'est certainement pas une bonne référence compte tenu de la dérégulation du marché du médicament. Néanmoins, il est possible que le prix et le coût du traitement direct soient assez élevés. En termes de contraintes, mais aussi de coûts, ce traitement impose des perfusions réalisées en milieu hospitalier toutes les 2 semaines. Et donc, ça veut dire que les patients auront à revenir à l'hôpital toutes les 2 semaines pour recevoir la perfusion du traitement. Ça a un coût, c'est une contrainte, c'est plus difficile que de prendre un comprimé tous les jours à la maison, comme cela pouvait être le cas, par exemple, avec le donépésil précédemment. Et puis, compte tenu de ces effets indésirables sur le tissu cérébral qui sont détectés ou détectables par l'imagerie, eh bien, de manière répétée pendant toute la durée du traitement, des IRM doivent être réalisés, y compris si les patients n'ont aucun symptôme. Et a fortiori, si les patients ont des symptômes qui laissent entendre qu'ils ont un effet indésirable de ce médicament, il faudra aussi gérer des hospitalisations en urgence, parfois uniquement transitoires pour les tableaux les plus bénins, éventuellement prolongées pour les quelques rares cas, heureusement, où les symptômes sont plus sévères. Mais mis bout à bout, tout ça conduit à ce que dans la balance, il y ait des contraintes non négligeables, des coûts probablement élevés, avec une balance entre le bénéfice et le risque qui reste discutable, comme je l'ai dit précédemment. Alors, si on revient notamment sur les anticholinésterasiques dont on a parlé en introduction et qui ont été déremboursés, et je ne préjuge pas de ce que la Haute Autorité de Santé décidera, je n'en fais pas partie, j'ai aucun pouvoir décisionnel sur la question, mais j'attire l'attention sur le fait que le niveau d'effet des anticholinésterasiques est relativement similaire au niveau d'effet qui est mesuré avec les anticorps monoclonaux, avec, comme ça a été souligné précédemment, pas ou très peu d'effets indésirables, en tout cas pas d'effets indésirables graves, et pourtant ces médicaments ont été déremboursés. Et donc, non seulement il est à craindre que pour diverses raisons, il n'y ait pas de réexamen de ces anciens médicaments qui pour certains sont génériqués ou généricables, et que par ailleurs, l'examen de cette nouvelle classe de médicaments soit aussi regardé à l'aune de ce qui a été décidé précédemment. Mais il faudra attendre certainement encore quelques semaines avant d'avoir les résultats de cette évaluation par la commission de transparence de l'AHAS. Pardon. Alors, du point de vue du neurologue, on est d'accord, matière à discuter, avec peut-être un barycentre un petit peu positif dans le sens où l'effet cognitif, il est certes limité à peu près 0,5 points, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est un certain nombre d'éléments. D'abord, c'est sur 18 mois de traitement, donc on peut imaginer que cet effet, il s'amplifie. Alors, on est bien d'accord que on peut en imaginer, ça ne vaut pas preuve scientifique, et donc ça reste à déterminer, mais c'est une question à part entière. Et puis surtout, ce qu'il faut comprendre aussi d'un point de vue méthodologique, c'est que on ne s'est adressé qu'à des patients à un stade de débutant de la maladie, avec une CDR qui, certes, va jusqu'à 18, mais qui au départ était qu'entre 3 et 8, et dont la progression naturelle, c'est-à-dire le groupe placebo, n'a été que de 1,6 points. Et donc, c'est moins 0,46 par rapport à 1,6 points. Et donc, ça permet de se dire qu'il y a quand même quelque chose. Et puis, le décalage dont je vous ai déjà parlé de 6 mois. Le deuxième point que je mets en avant, c'est que c'est la première thérapie qui agit sur la cause, alors que jusqu'à maintenant, on n'avait que des thérapies qui agissaient sur les symptômes. Donc, c'est une approche intéressante qui ouvre une nouvelle porte à de nouveaux traitements. C'est
possible de gérer les ARIA, même si en effet sera un coût. Là, indiscutablement, les IRM doivent être faites de manière systématique, méthodique. Et puis quand il y a un ARIA, il faut le prendre en charge. Et on sait aussi qu'on a pu affiner la balance bénéfice-risque. Et c'est d'ailleurs pour ça que le comité scientifique, qu'on appelle le CHMP, avait en juillet émis un avis défavorable, puis en novembre un avis favorable. Ce qui a changé entre-temps, c'est pas que le laboratoire a envoyé un petit peu d'argent pour dire allez, on va faire en sorte que ça passe. Non, c'est que là, bien sûr, c'est totalement indépendant. Et la seule chose qui a changé, c'est les critères d'indication, c'est que ça a été plus restrictif pour exclure les individus E4-4 afin de rééquilibrer la balance bénéfice-risque. Alors l'impact médico-économique, ça, c'est la question, elle reste totalement ouverte. C'est difficile de quantifier, mais il y a quand même des groupes qui s'y sont attachés. Et là, c'est une donnée qui est issue des États-Unis où l'ICER, donc c'est l'Institut for Clinical and Economic Review, a calculé que pour avoir un bénéfice sur le système de soins, c'est-à-dire décaler les patients qui n'entrent pas dans les stades plus sévères de la maladie, eh bien, il faut qu'un prix soit entre 8 900 $ et 21 000 $, sachant que, évidemment, au moins il est efficace et au plus le prix doit être bas parce que du coup, il y aura un effet moindre sur le système de soins. C'est pour ça que la fourchette est grande. Ça dépend de l'effet du médicament. Tout ça reste à déterminer. Et le dernier point que je mets en avant, c'est l'entrée dans la médecine personnalisée, puisque jusqu'alors, on n'avait aucun traitement qu'on proposait au stade très précoce. Des diagnostics qu'on pouvait poser, mais les traitements symptomatiques, c'était uniquement à partir du trouble neurocognitif majeur. Et puis, deuxièmement, on rentre dans une démarche de médecine personnalisée, c'est-à-dire qu'en fonction du stade, on a différentes molécules à mettre en place, et on y reviendra dans les stratégies d'avenir. Là, je pense que Philippe. Je suis avant, mon épouse a 65 ans, et là aujourd'hui, elle est en centre de jour, en centre
Voilà, donc on vient d'avoir le témoignage de Patrick, une autre vision et puis une vision plus centrée sur le médicament. Et maintenant, on va vous parler un peu de ce qui va se passer avec tout ça, donc avec Dominique et avec David. Alors, je crois que il faut voir où on en est. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? On en est vraiment au début. On a enfin un médicament qui est susceptible de traiter, de contrebalancer une des lésions typiques de la maladie d'Alzheimer, qui sont les accumulations de plaques amyloïdes. D'autres médicaments, on le verra dans quelques instants, commencent à cibler d'autres régions. On a un problème, c'est la balance bénéfice-risque. C'est la persistance de l'effet qu'on doit démontrer, c'est les contre-indications, mais surtout, ce qu'il faut bien retenir, c'est que, alors que ça faisait 20 ans, même plus, qu'on n'avait pas eu de médicaments efficaces, ça avait un peu détourné les laboratoires pharmaceutiques de travailler dans ce domaine. Et bien aujourd'hui, on voit, parce que c'est quand même les laboratoires pharmaceutiques qui produisent les médicaments, même si c'est beaucoup de recherche académique au départ qui les induisent et qui les créent. Donc il y a cette nouvelle motivation, donc des raisons fortes d'espérer dans ce contexte. Et surtout, on a énormément de pistes, vous allez le voir dans quelques instants. Il n'y a pas que l'amyloïde et la protéine tau. Bien sûr, la protéine tau est en cours, mais on a des notions sur le métabolisme énergétique des cellules, sur l'inflammation, sur le vieillissement, sur ce qui se passe entre le cerveau et l'intestin, avec tout le contexte du microbiote, sur les facteurs vasculaires, sur les hormones. Donc des pistes qui sont nombreuses. Et je laisse maintenant la parole à David qui va les développer. Alors, juste avant David, un petit résumé, pardon. De très nombreuses pistes. C'est pas grave. Je ne vais pas détailler ici toutes les pistes qui existent, mais vous voyez à chaque point sur cette figure, ce sont des essais qui sont réalisés chez des patients, des volontaires sains, avec de nouveaux médicaments ou parfois d'anciens médicaments qui sont repositionnés pour un usage dans la maladie d'Alzheimer. Donc, il y a beaucoup de cibles potentielles, il y a beaucoup d'essais. Bien sûr, des essais très précoces dits de phase 1, mais des essais aussi thérapeutiques juste avant la commercialisation éventuelle de nouveaux médicaments qui sont en cours. Et donc, il reste beaucoup d'espoir. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, les signaux positifs sur les anti-amyloïdes sont un élément qui contribue au fait que les industriels vont continuer à mettre et à investir de l'argent dans la recherche. Et si des signaux de manière régulière n'apparaissent pas pour dire telle ou telle piste semble favorable, même si le signal est encore un peu timide, eh bien, la disparition de tels signaux augurera aussi malheureusement de la disparition des financements. Et s'il n'y a pas de financement qui contribue au développement de ces recherches, eh bien, malheureusement, il n'y aura plus de recherche et plus d'essais. Donc, tant qu'arrivent quelques signaux, c'est quand même un élément très intéressant pour les perspectives de recherche future. Et donc, pour terminer sur cette idée de l'avenir, de comment on peut se positionner, j'aimerais qu'on essaie de faire une analogie. On sait que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie complexe, je ne vais pas vous le détailler ici, tout le monde le sait, et donc ça nécessite vraisemblablement une approche multidimensionnelle complexe. Pour y parvenir, il faut faire une recherche très active mais complémentaire. Et donc tout le monde doit participer. Les patients et leurs familles, ils le font déjà, mais il faut continuer à le faire. Les acteurs de soins, la recherche fondamentale, et il faut la soutenir, et notamment la Fondation Alzheimer est là pour apporter de l'argent à la recherche fondamentale, et puis la place de l'industriel pharmaceutique, sans qui on ne peut pas non plus identifier des traitements. Et puis il faut accepter un temps de développement lent, puisque, je vous le redis, la phase asymptomatique de la maladie, c'est 20 ans, et on rajoute après 10 à 15 ans de phase symptomatique. Donc, on voit que la maladie d'Alzheimer, ça occupe longtemps dans la vie d'un patient. Et puis, pour faire l'analogie, regardons ce qui se passe dans d'autres maladies. Et je vais vous prendre l'exemple de l'oncologie, parce que je pense que c'est un élément qui est éclairant. Le diagramme que je vous ai mis à droite, c'est le degré de survie en fonction de la stratégie thérapeutique. Au départ, en violet, vous aviez la chimiothérapie dans le mélanome métastatique. Moi, quand j'ai commencé mes études, c'était comme ça. 50% de décès à 6 mois de traitement, 20% de survie à 12 mois de chimiothérapie, c'était la catastrophe. Et puis, les thérapies ciblées sont apparues. On a quasiment doublé le degré de survie. Puis ensuite, les immunothérapies spécifiques, puis les bloqueurs de l'axe PD1. Et au final, en combinant tout ça, vous voyez que maintenant,
eh bien, à 96 mois, vous avez 80% de survie dans le mélanome métastatique. C'est drastiquement extraordinaire. Eh bien, on peut espérer, alors là, je ne peux que vous faire part de mon enthousiasme, mais je n'ai pas plus d'éléments que ça, qu'il arrive la même chose. Mais pour y arriver, il y a un certain nombre d'éléments d'analogie qu'il faut appliquer. Le premier, ça concerne le diagnostic. Dans le cancer, on traite de manière plus précoce et plus personnalisée. Par exemple, en prenant des biomarqueurs tumoraux, les mutations EGFR dans le cancer du poumon, mais il y en a plein d'autres exemples. Eh bien, appliquer à la maladie d'Alzheimer, c'est être en capacité de diagnostiquer à la phase préclinique, en utilisant des marqueurs qui nous permettent de détecter la maladie avant l'apparition des symptômes pour faire de la prévention thérapeutique. C'est la capacité à identifier des sous-groupes de patients pour les profiler en fonction de statut génétique, du statut clinique, d'éléments complémentaires pour guider la prise en charge et du coup adresser la bonne molécule ou du moins le bon ensemble de molécules comme j'y reviendrai après. Et puis c'est un suivi longitudinal qui doit être individualisé comme on le fait dans la prise en charge du cancer, par exemple le cancer prostatique. Ensuite, c'est le développement de traitements combinés, puisqu'on voit qu'il y a plusieurs acteurs dans la maladie d'Alzheimer, et c'est probablement totalement illusoire d'espérer qu'avec une seule molécule sur un seul axe, on arrive à régler le problème. Dans le cancer, on le connaît bien, et on a une approche multimodale avec de la chirurgie, de la radiothérapie, de la chimiothérapie, etc. Vous savez comment ça fonctionne. Eh bien, appliquer à la maladie d'Alzheimer, c'est combiner les approches et ne pas penser que à l'amyloïde, ajouter les antitaux, et il y a des développements concernant la pathologie tau, mais également concernant la neuroinflammation et tous les éléments que Dominique vous a présentés avant sur cette rosace de Jeffrey Cummings, où on voit qu'il y a d'autres stratégies à envisager et peut-être même de les mettre de manière séquentielle, c'est-à-dire débuter à un moment donné par l'anti-amyloïde et puis ensuite ajouter d'autres stratégies en fonction de l'évolution, quand ça a marché, pas marché, etc. Enfin, ce sont des choses qui sont de la médecine personnalisée, mais c'est extrêmement pertinent et il faut le mettre en place dès maintenant. Évidemment, ce n'est pas simple, ça fait appel à plusieurs laboratoires, etc. Et c'est tout à fait pertinent, même de recourir après aux traitements symptomatiques qui ont toujours leur place dans la stratégie thérapeutique, comme le sont les thérapies de soutien en oncologie. Et puis, il y a également l'essor des nouvelles thérapies complexes, comme les thérapies géniques ou les thérapies cellulaires. Je n'aurai pas le temps de vous parler de ce qu'a apporté les CAR-T-cells en hématologie, mais c'est une véritable révolution. Eh bien, appliquée à la maladie d'Alzheimer, c'est aussi possible et il y a des stratégies qui se mettent en place. Inhiber l'ApoE, utiliser des oligonucléotides antisens qui vont venir réprimer la production d'une protéine dès le stade où on passe du gène vers la protéine. Et puis même, peut-être soyons fous, la thérapie cellulaire. Alors on sait qu'il y a beaucoup de promesses, mais malheureusement beaucoup d'échecs. Mais il faut continuer le travail en ce sens parce qu'il y a probablement une stratégie complémentaire à en tirer. Le parcours de soins et la prise en charge elle-même doit évoluer. Dans le cancer, il y a un parcours de soins qui est personnalisé avec une coordination qui se fait entre les différents acteurs, oncologues, chirurgiens, radiothérapeutes, etc. Eh bien, c'est exactement la même chose qui doit s'appliquer à la maladie d'Alzheimer. Et ça, pour le coup, on est déjà à peu près, au moins tout du moins en France, grâce à la création des centres mémoire qui, dès le départ, se sont mis en place sur une approche pluridisciplinaire, intégrant des médecins, des neuropsychologues, des radiologues qui vont intervenir dans le diagnostic et le suivi radiologique, et puis sur le plan biomarqueur, les biologistes qui ont leur rôle à jouer. Mais il faudra aussi élargir à d'autres disciplines pour avoir une approche plus holistique. Eh bien, les médicaments, la nutrition, l'activité physique, la stimulation cognitive, c'est probablement tous ces petits éléments qui vont peut-être aboutir à la fin à un changement. On peut même parler d'autres maladies qui sont justement basées sur les mêmes approches. Et évidemment, il faudra se poser la question de l'implication de la santé numérique, puisque ça va pouvoir nous ouvrir des portes auxquelles on n'avait pas accès jusqu'à maintenant, tant les données à traiter étaient importantes. Et puis, pour terminer, il va falloir aussi penser à une façon plus moderne de mener les essais thérapeutiques, en revoyant la façon dans laquelle on fait un essai, c'est-à-dire on sélectionne un groupe, on le traite contre placebo, ça marche pas, on conclut, on fait un papier, et puis ensuite on voit. C'est probablement un peu trop simpliste dans une maladie aussi complexe que la maladie d'Alzheimer. Il faut envisager des essais cliniques dynamiques ou adaptatifs. Alors, ce n'est pas tout nouveau, on le fait déjà un petit peu dans la maladie d'Alzheimer. En ce qui concerne la France, nous, on est déjà impliqués dans un essai de plateforme préventif avec les formes héréditaires de maladie d'Alzheimer. C'est le programme qui s'appelle DIAN-TU. Et puis, il y a eu DIAN-TU 001, 002, 003, où on a le même groupe, les mêmes critères de sélection des patients. Et les patients peuvent recevoir la molécule A, la molécule B, la molécule C. Si la molécule A n'a pas marché, ce n'est pas grave, ils basculent dans le groupe de la molécule B, et ainsi de suite. On garde les mêmes critères d'inclusion, les mêmes critères d'évaluation. Ce qui change, c'est la molécule et on avance. Et ça, l'exemple
du Covid. Alors attention, le Covid, la lecture de l'efficacité, elle est beaucoup plus rapide que dans une maladie neurodégénérative. Mais l'exemple du Covid a montré qu'on pouvait faire cette plateforme qui, en très peu de temps, nous donne accès à un traitement. Et puis l'investigation clinique, elle doit changer. Elle ne peut ne pas se faire que à l'hôpital, dans des structures labellisées. Il peut y avoir aussi des liens avec la médecine ambulatoire, qu'on pourrait dire hors les murs, avec des suivis à domicile, qui va nous permettre d'inclure des patients actifs qui ne sont pas encore très malades et qui n'ont pas envie de venir à l'hôpital tous les 15 jours, alors que peut-être qu'un essai préventif sera directement pour eux. Et je passe la main à Philippe. Votre micro est coupé. Pour conclure sur ce programme, vous m'entendez mieux là, je pense. Pour conclure sur ce programme, je crois que le futur de la maladie d'Alzheimer, avec cette première thérapeutique efficace sur les lésions, présente une évolution majeure. On a eu le modèle du sida, de l'hypertension et des cancers, comme très bien le développer David, c'est-à-dire une maladie mortelle incurable qui se transforme en une maladie chronique, une maladie avec laquelle on vit. Et on sent que la maladie d'Alzheimer est en train d'évoluer dans cette direction. On a déjà des actions de prévention, on en avait déjà discuté dans nos séminaires précédents. On va avoir de multiples traitements possibles qu'il va falloir adapter, c'est tout le passage personnalisé. Le temps va passer et on optimise toujours les traitements et les effets indésirables, on arrive à mieux les contrôler. Et finalement, ce qui sera important, c'est de vivre mieux avec la maladie. Donc voilà un peu ce qu'on voulait vous dire. Alors maintenant, il nous reste à peu près une dizaine de minutes pour répondre aux questions. Alors pour répondre aux questions, nous avons avec nous Magali Dumont, qui est la déléguée scientifique de la Fondation, qui les a scrutées pendant toute cette conférence. Je ne pense pas qu'on aura le temps, on les a regardés, Dominique et moi, au fur et à mesure, je ne pense pas qu'on aura le temps de répondre à tout. Mais sachez qu'on va les capturer, on va y répondre à la main, on va faire des textes, et on mettra ces réponses dans le replay qu'on fera sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Donc, vous aurez des réponses, même si on n'a pas le temps de répondre à tout. Magali, si tu peux nous passer quelques questions. Oui, bonsoir à tous. Alors déjà, je dois dire qu'une majorité des questions a été abordée lors des présentations. Donc, je pense qu'il y aura pas trop de frustration de ce côté-là. Ce que j'ai pu noter dans les questions, c'est beaucoup d'interrogations sur les déremboursements et sur tous les individus qui finalement ne rentrent pas dans les critères de sélection d'inclusion pour les essais cliniques. Alors j'ai gardé quelques-unes de ces questions. La première, c'est eh bien justement, qu'en sera-t-il de ces personnes qui soit sont à des stades avancés, soit ne rentrent pas dans ces critères? Est-ce qu'il y aura des alternatives en quelque sorte aux traitements qui sont actuellement proposés ou qui seront actuellement proposés une fois mis sur le marché? Je vais peut-être me permettre de répondre. Oui, l'idée qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas là mis sur le marché un médicament miracle qui solutionne le problème, et si vous n'y avez pas accès, tant pis. En fait, c'est une des pierres qui va pouvoir être adressée à une partie des patients, à des stades très précis, stades débutants. Mais comme j'ai montré, et c'était important dans ce webinaire de vous montrer ce qui concernait les traitements symptomatiques, les traitements symptomatiques ont toute leur place et apportent un bénéfice sur le long terme, peuvent permettre de maintenir certaines fonctions cognitives. Alors, le déclin continue, mais le déclin continue aussi, on l'a bien montré, avec l'immunothérapie. Donc, c'est une stratégie complémentaire qui va permettre de diriger un traitement par rapport à un stade de la maladie pour essayer de couvrir le maximum des patients. Alors justement, vis-à-vis de ça, sachant qu'il existe aujourd'hui des traitements, il y a une question qui a été posée. Est-ce qu'on peut imaginer la prise de traitements conjoints comme la mémantine et des anticholinestérasiques pour faire en sorte qu'on maximise au maximum la prise en charge des patients et donc la levée des symptômes? Est-ce que ça se fait déjà? Alors, si oui, je peux répondre, c'est très simple. Ça se faisait auparavant, jusqu'à ce qu'il y ait une magnifique étude organisée par le NICE, qui est l'équivalent de notre haute autorité de santé en Angleterre, qui a testé l'efficacité d'avoir l'un, l'autre versus les deux. Et en fait, c'est la même efficacité. Il n'y a pas de bénéfice à avoir les deux traitements. Donc, à partir de là, les neurologues, basés sur une approche très basée sur les preuves, eh bien, ont arrêté de faire les bithérapies, même si ça se faisait auparavant, puisque ça n'a pas de bénéfice. Alors, une question plutôt pour Dominique. Donc, on a beaucoup parlé de l'intérêt du diagnostic précoce. Là, on voit que les médicaments sont axés sur
les phases débutantes de la pathologie, mais plusieurs de nos auditeurs s'interrogent sur l'intérêt d'étudier les phases asymptomatiques et voire même de proposer des traitements sur ces phases asymptomatiques, sachant que on n'a aucune idée des symptômes puisqu'ils n'existent pas encore. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est en train d'être fait? Je ne sais pas si c'est moi ou David qui répond, mais effectivement, il y a des travaux qui sont conduits sur des phases prodromales, c'est-à-dire avant la survenue des symptômes, et ce sur quelques biomarqueurs. La problématique, c'est de savoir quel biomarqueur, il y en a plusieurs, notamment éventuellement l'imagerie en TEP, par exemple, mais à qui on propose ces imageries de détection de signes biologiques qui sont le prodrome, c'est-à-dire avant-coureur du développement de la maladie clinique. Et ça, il peut y avoir des débats multiples, à la fois philosophiques, à qui on propose. Est-ce qu'on propose à toute la population? Est-ce qu'on propose dans les formes familiales, ce qui est sans doute beaucoup plus pertinent? Compte tenu parfois du coût de ces stratégies diagnostiques, est-ce que c'est faisable? À quelle échelle? Ça, c'est autant de questions qui n'ont pas de réponse aujourd'hui. Mais clairement, au plus on pourra détecter précocement un processus pathologique en cours, encore asymptomatique, au plus potentiellement les traitements qu'on pourra proposer pourront avoir un effet qui infléchira de manière peut-être plus importante encore le cours évolutif de la pathologie. Je ne sais pas si David veut compléter. Non, je te laisse Magali enchaîner avec d'autres questions. Ça permettra d'avoir plus de Alors, on a beaucoup parlé des traitements amyloïdes et donc on sait aujourd'hui qu'on est en train de s'approcher de plus en plus de la mise sur le marché, sur le marché français. Mais qu'en est-il, par exemple, de la protéine Tau? Est-ce qu'on arrive également à ces autorisations de mise sur le marché? Est-ce qu'on est encore très loin pour ces médicaments-là? Dominique, vous voulez que je réponde? Parce que j'ai quelques connaissances sur l'état. Alors, je vais pas la vue complète de tout ce qui se fait dans la protéine Tau. C'est moins avancé que la pathologie amyloïde, parce qu'en fait, c'est plus compliqué d'agir sur la protéine Tau. Je l'ai dit dans ma présentation, la protéine Tau, elle est indispensable au fonctionnement de nos neurones. C'est une protéine physiologique dont on a besoin. Donc, on ne peut pas tout simplement se dire, on met un anticorps, on débarrasse le neurone des protéines Tau, et puis voilà, parce que ça ne va pas bien se passer. Et donc, il faut moduler la toxicité de la protéine Tau lorsqu'elle est sous une forme anormalement phosphorylée, et donc attendre qu'elle soit trop phosphorylée pour ça. Donc, il y a des anticorps qui ont été développés. Pour l'instant, ça ne semble pas forcément très, très bien marcher, mais une autre stratégie, ça serait d'essayer de réprimer la quantité de protéines Tau qu'on produit pour la réguler finement. Et là, il y a eu une première phase 1, puis une phase 2 qui est en cours sur l'utilisation d'oligonucléotides antisens. Donc, l'objectif, c'est qu'on injecte une molécule qui va empêcher de produire trop de protéines Tau dans le cerveau. Et la première question, c'est est-ce que ça se passe bien? Eh bien, la phase 1 a montré que ça se passait bien. La phase 2 essaie de déterminer si on a un effet un petit peu positif et à quelle dose on doit l'injecter. Ce que je n'ai pas dit, c'est que pour injecter un oligonucléotide antisens et qui agisse au niveau des neurones, malheureusement, ce n'est pas en injection intraveineuse ou en injection sous-cutanée. C'est une injection par voie de ponction lombaire, ce qu'on appelle une injection intratécale. Et donc, il faut injecter régulièrement, tous les X mois, selon les protocoles, une molécule. Mais on a des exemples où ça marche. Par exemple, dans l'amyotrophie spinale, c'est la stratégie qui a été développée et ça a complètement bouleversé le pronostic de l'amyotrophie spinale. Donc, il y a des choses à venir, mais ce n'est pas aussi avancé que de l'amyloïde. Magali, il nous reste maintenant à peu près 2 minutes avant qu'on termine et qu'on est toujours à l'heure pour terminer comme pour commencer. Je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui sont connectées, toutes les questions. Je vous promets qu'on y répondra à toutes. On va vous faire des réponses écrites et vous pourrez retrouver les réponses à vos questions sur notre site YouTube. Je voudrais également remercier le professeur Vallon et le professeur Deplanck de leur participation, de la richesse des entretiens qu'ils nous ont apportés. Remercier Magali d'avoir suivi tout ça précisément, avoir sélectionné les questions, et remercier Marion. Si Marion peut monter sur scène, c'est Marion qui derrière a géré tout ce qu'on appelle le back-office, le système d'information et également cette séquence vidéo que l'on voit depuis quelques instants. Coucou Marion, bonjour, merci à vous.
et de gérer l'organisation de ce séminaire. Ce qu'on vous propose, c'est de vous retrouver sur notre site. Vous verrez, on a également des séminaires, des interventions. Et puis, bien entendu, on vous donne rendez-vous à l'année prochaine pour la prochaine semaine du cerveau. Et on espère vous retrouver nombreux, comme vous étiez ce soir. On a eu des pics à plus de 150 personnes, avec un nombre d'inscrits total de 350 personnes. Donc encore merci de votre intérêt pour cette émission. Merci de vous intéresser au cerveau et à la recherche. Et merci à tous nos orateurs et à toute l'équipe. Et donc, à très bientôt pour de nouvelles informations. Et on vous tiendra au courant de la mise ou non du médicament sur le marché en France. Bonne soirée à tous.